denied. Adjustments initiated. Self-destruct sequence engaged. Timers initiated. Self-destruct. Quand l'étrangeté, dit-il, n'est rien de nouveau, d'inconnu ni d'étrange, mais au contraire quelque chose de si familier que nous l'avons oublié et qui soudain apparaît à la lumière. Ce que certains ont traduit dans notre langue par une expression que n'a pas utilisée Freud et dans laquelle a été effacée jusqu'à la notion de familiarité. Dans cette traduction, le non familier est devenu l'inquiétante étrangeté. Il y a des choses qui ne peuvent pas être mises en mots. Elles se rendent manifestes par elles-mêmes. Et ce dont nous ne pouvons pas parler, nous devons le transmettre en silence. Nous pouvons comprendre, dit Freud, pourquoi l'usage linguistique a préservé la notion de familier dans le terme qui exprime son contraire, le non familier. Parce que l'étrangeté n'est en réalité rien de nouveau ni d'étranger, mais quelque chose qui nous est familier depuis longtemps dans l'esprit et qui nous est devenu étranger. Quelque chose qui aurait dû demeurer caché, mais qui a soudain surgi à la lumière. L'étrangeté de ce qui est au plus profond de nous, mais que nous ne pouvons accueillir que par un mouvement infini d'ignorance. Ce qui avait eu lieu, mais cela avait-il eu lieu? Le retour, mais de quoi? Une pensée que j'ai déjà eue auparavant, mais que je n'avais pas achevée il y a quelque temps, mais je ne peux pas dire en quelle année. Et pas du tout de quoi il s'agissait, je ne peux le dire. Mais quelque part dans mon âme, je sais que je l'ai déjà rencontré. Serait-ce la répétition d'instants à jamais oubliés? Et quand parfois ressurgissent en nous ces secrets, cette répétition d'instants à jamais oubliés, c'est avec les couleurs de l'étrangeté. Et nous ne pouvons les accueillir que dans un mouvement d'ignorance, comme le retour en nous de ce que nous ne savons plus nommer. Est-ce alors sous la forme d'une joie, ou d'une souffrance, ou d'une inquiétude, ou d'un mélange des trois? Il y a des plaisirs anciens, enfouis en nous, cachés en nous, dit Freud, quand il parle du non familier, de la familière étrangeté, de l'inquiétante étrangeté. Il y a des plaisirs anciens qui, lorsqu'ils ressurgissent à la lumière, ne peuvent plus être ressentis comme des plaisirs. Ces sensations qui ont, dit-il, une telle importance pour nous et un tel effet sur nous, et qui commencent à s'imprimer en nous dès le début de notre existence. Plaisir, joie, bonheur, douleur, souffrance, détresse. Ce qui nous attire est ce que nous tentons d'éviter, ce vers quoi nous allons et ce que nous fuyons. Des états antérieurs, vécus, ressentis, en partie oubliés, que nous voulons soit restaurer, retrouver, revivre, soit éviter, ne pas revivre. Il y a des relations relativement simples qui peuvent se nouer entre ces émotions antagonistes. Des recherches récentes en neurosciences indiquent que le fait de réussir à éviter ce que l'on craint, ce que l'on redoute, parce que nous nous souvenons que c'est cause de souffrance, réussir à l'éviter active dans notre cerveau certaines régions qui sont activées lorsque nous ressentons du plaisir. Éviter une émotion déplaisante est ressenti en partie comme un plaisir, comme une joie. Et ainsi, à la peur, à la mémorisation de l'expérience douloureuse qui nous pousse à l'éviter, se surimpose une autre mémorisation, celle du plaisir que nous avons ressenti après coup, à chaque fois que nous avons réussi à l'éviter. Mais la question des relations entre les sensations de déplaisir, de souffrance, de peur et de plaisir est, dit Freud, beaucoup plus complexe encore. Cette question, dit-il, concerne la région la plus obscure et la plus inaccessible de l'esprit. Il y a, dit Freud, des plaisirs anciens, enfouis en nous, qui ne peuvent plus être ressentis en tant que plaisir. Et il y a la répétition, le retour d'un état antérieur, qui est, dit-il, en soi-même, une source de plaisir. Le retour à un état antérieur qui ne peut plus être ressenti en tant que plaisir. Ce retour peut-il en lui-même être source de plaisir? Une douleur, une souffrance qui semble avoir conduit simplement à un besoin de la répéter pour la ressentir, la revivre, encore et encore. Peut-il s'agir là d'un plaisir? Ou s'agit-il d'une émotion plus indéfinissable, à la fois familière et étrange, pour laquelle manquent les mots? Comment émergent en nous, au tout début de notre existence, avant les mots, les significations et les relations entre les sensations de besoin, de plaisir, de joie, de douleur, de souffrance, de danger, de peur? Quand toutes les sensations que nous renvoie notre corps en train de se construire ne prennent leur sens que dans ce lien, cette relation, cet échange, dans ce premier creuset de toute relation d'amour à venir. Pour un nouveau-né, pour un petit enfant, le lien avec la mère, le lien avec les parents, le tout premier lien social,
Et le besoin de maintenir ce lien a probablement été aussi important en termes de survie de génération en génération que ses besoins physiologiques, parce que c'était le lien parental, ce lien social, qui permettait d'assurer ses besoins physiologiques. Et c'est à partir de cette imbrication complexe et ancienne entre les mécanismes impliqués dans les sensations corporelles de plaisir, de danger et de douleur, et les mécanismes impliqués dans les émotions de joie, de souffrance et de peur qui participent à nos relations aux autres, que se construit à notre naissance cette ouverture aux autres, ce besoin en nous de la présence des autres.